Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Aujourd'hui on a la partie 1 de la masterclass axée sur le complexe pied-cheville. On a le programme pied-cheville bulletproof qui sort dans quelques jours et du coup je me permets de faire ces masterclass, les épisodes qui sortent le mardi pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Tout ce que je sais, je vous le partage ici. Je ne garde rien, je vous donne toute la théorie. Ensuite si vous voulez la pratique bien entendu, savoir comment on applique tout ce que je vous donne ici, eh bien je vous inviterai à checker le programme pied-cheville bulletproof qui sort dans quelques jours. Quoi qu'il en soit, dans cet épisode, on va parler de pourquoi on se blesse à la cheville. On va revoir les notions anatomiques de la cheville, du complexe pied-cheville pour être plus précis. On va parler des erreurs qu'il y a au niveau de la rééducation slash réhab slash réathlétisation de la cheville et de tous les éléments qu'il manque bien entendu. Vous aurez toutes les pièces du puzzle les amis. Donc commençons directement par pourquoi j'ai décidé de sortir ce programme, pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet que j'ai déjà abordé maintes et maintes fois. Peut-être que vous l'avez remarqué, ça fait plusieurs années maintenant que je poste des vidéos où on voit des athlètes du plus haut niveau que j'entraîne travailler sur leur complexe pied-cheville. J'y accorde une importance fondamentale. C'est un vrai game changer selon moi pour la plupart des gens. Et pourquoi c'est un vrai game changer? Parce que la plupart des gens partent vraiment d'une base de zéro. Lorsqu'on pense au pied, le pied est constamment dans un espèce de plâtre qui est la chaussure. On ne bouge pas nos pieds, c'est-à-dire que on ne sollicite jamais cette musculature, on ne bouge jamais ces articulations et par conséquent, on perd la capacité d'utiliser ces articulations. Vous connaissez la règle use it or lose it, tu perds ce que tu n'utilises pas. Donc, forcément, on part de zéro, on peut faire énormément de progrès et on va vraiment ressentir ces progrès tant dans la performance que dans le bien-être général. Et c'est pour ça que je trouve que ce travail au niveau du complexe pied-cheville est super intéressant. Ça va au-delà du fait de « Hey, je me suis blessé, par conséquent, je dois travailler dessus ». Non, tu veux travailler dessus même si tu ne t'es pas blessé parce que tu vas être beaucoup plus performant dans ta course, dans tes changements de direction. Peu importe, bien entendu, l'aspect blessure est très important, mais peu importe ce que tu fais, il y a un transfert. Et je dirais même qu'il y a un transfert dans le fait d'être un simple être humain qui arrive à fonctionner comme un être humain, à faire les bases d'un être humain, c'est-à-dire de marcher. Parce que figurez-vous que si votre complexe pied-cheville n'est pas fonctionnel, eh bien, vous n'allez pas marcher correctement. Vous aurez des vidéos sur ma chaîne YouTube, plein d'informations qui vont couvrir le tout, bien entendu. Mais on va commencer directement par parler de l'importance d'un point de vue ici, impact qu'il y aura sur le reste du corps dans un premier temps. Et pour comprendre l'importance du complexe pied-cheville, il faut comprendre un concept clé dans le monde de la santé, de la préparation physique de manière générale, qu'on appelle la chaîne cinétique ou kinetic chain en anglais. Et qu'est-ce que ce concept stipule? Ce concept stipule qu'il y a une certaine interdépendance entre les articulations lorsqu'un mouvement est exprimé. En d'autres termes, une articulation va avoir une influence sur la prochaine lorsque l'on crée du mouvement. Et vous m'avez déjà entendu dire ça maintes et maintes fois. Lorsqu'on comprend ça, eh bien, on comprend que lorsqu'une articulation ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, eh bien, cela va avoir un impact négatif sur les autres articulations. Et lorsqu'on pense à la première articulation qui va travailler lorsque on entame un mouvement, eh bien, quelle est cette articulation? Quelles sont ces articulations? On parle ici effectivement du complexe pied-cheville. Donc le complexe pied-cheville va avoir un impact sur le reste du corps. Et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au début, c'est tellement peu entraîné que c'est tellement facile de faire des gains et d'améliorer le tout. Donc vous l'aurez compris, le concept de la chaîne kinétique, super important et il commence par le point de départ qui est le complexe du pied et de la cheville. Maintenant, pourquoi les deux doivent être entraînés simultanément? Comme je vous l'ai dit, la cheville, c'est un peu la superstar. Tout le monde veut s'attarder dessus. Et je dirais que c'est la superstar, mais dans le monde de la préparation physique, c'est un peu... on ne s'attarde pas vraiment sur les bons trucs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, hey, la cheville, elle doit être très forte dans la position neutre. Et après, plus tard, on a parlé de mobilité de cheville. Et on s'est attardé sur la mobilité de cheville, mais en se focalisant sur une fonction bien précise, qui est la capacité à faire une dorsiflexion de cheville. Dans le jargon, encore une fois, un terme technique ici, la capacité de fléchir sa cheville. Et là, on pense justement à cette fonction qui est nécessaire pour les squats, pour les levées olympiques, etc. Bien entendu, le crossfit a un peu ramené tout ça parce que, hey, si tu n'as pas de bonne mobilité de cheville, et par mobilité, encore une fois, on a réduit le tout à la dorsiflexion, tu ne vas pas pouvoir avoir de bons squats, tu ne vas pas pouvoir avoir de bons clean and jerk, de snatch, etc. etc. Et c'est vrai. Mais, encore une fois, la mobilité de cheville, eh bien, ça va beaucoup plus loin que ça. Et figurez-vous que même pour améliorer cette dorsiflexion de cheville,
il faut s'attarder sur les piliers qu'il y a en dessous. Les piliers qu'il y a en dessous et qui est le pied. Alors pour comprendre le tout, on va commencer par l'anatomie de base. Croyez-moi, je vais vulgariser le tout au maximum pour que ce soit compréhensible pour tous. Le premier truc à garder en tête, c'est que le pied est composé de 33 articulations, 26 os, 27 os, je ne me rappelle plus exactement. Donc allez checker tous les os qu'il y a au niveau du pied. Vous pouvez me fact-check ici. Quoi qu'il en soit, 33 articulations. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on s'attarde sur le complexe de la cheville, l'articulation de la cheville, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement de l'espace qu'il y a entre les deux os qu'on appelle le fibula et le tibia, okay, donc la partie inférieure de la jambe, et en dessous, on a le talus, d'accord? Et donc, on a cet espace entre le talus et le tibia, et du coup, lorsque on bouge son tibia dans l'espace, on doit avoir assez d'espace. Si on n'a pas d'espace, eh bien, le tibia ou le fibula, le tibia va aller se cogner entre guillemets contre, ou pas entre guillemets, littéralement en fonction des personnes et des problématiques, va aller se cogner contre le talus, et ce qui fait que on est limité à ce niveau-là. Vous l'aurez compris, on ne peut pas bouger dans l'espace, exprimer tout ce qu'on pourrait éventuellement exprimer au niveau de l'articulation de la cheville. Et du coup, j'en reviens à cette idée de principe d'étage ici. En dessous du talus, eh bien, ou en dessous et devant, on va avoir ce qu'on appelle le midfoot, le milieu du pied. On va avoir un os qui est très important qu'on appelle l'os naviculaire. Et en dessous du talus, on va avoir le talon qu'on appelle le calcaneum, calcaneus, je ne me rappelle plus exactement, calcaneum si je ne me trompe pas ici. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on bouge son articulation de la cheville, comme je l'ai dit, on doit créer de l'espace au niveau du talus, donc le talus et le tibia. Et pour que cet espace se crée, eh bien, on doit créer de l'espace entre le talus et l'os naviculaire, le talus et le calcaneum, le talon. Okay, donc vous l'aurez compris, en gros, pour que le truc d'au-dessus bouge, il faut que les trucs d'en dessous puissent bouger. Et encore une fois, je rappelle, le principe d'une articulation, c'est d'avoir de l'espace. Et donc, sur les niveaux en dessous, les étages en dessous, au niveau du pied, on doit avoir de l'espace. Le pied doit s'affaisser, le milieu du pied doit s'affaisser, on doit créer de l'espace justement entre cet os naviculaire et le talus, et on doit avoir du mouvement également au niveau du talon et du talon, donc le calcanéum et le talus, ok, l'os du talon, le calcanéum, encore une fois. Donc très compliqué pour vous dire que hey, le pied c'est super important. Si au niveau du pied les articulations ne bougent pas, l'articulation de la cheville va être limitée. Et parfois, une erreur directement que je me permets de mentionner, on force à travailler sur cette articulation de la cheville sans avoir travaillé sur les étages en dessous justement, sur les articulations du pied qui sont obligatoires pour qu'on puisse créer du mouvement au niveau de l'articulation de la cheville. Okay, maintenant, voilà, vous comprenez pourquoi on doit entraîner les deux, c'est super important, et pourquoi il y a une influence directe, ce n'est pas quelque chose à négliger. Maintenant, autre chose à savoir, c'est qu'on va s'attarder aussi sur les orteils. Les orteils ont un rôle super important parce que lorsque on stimule ces orteils, on stimule, bien entendu, encore une fois, on libère ces articulations-là, mais on va également stimuler la musculature de notre pied, la musculature de notre voûte plantaire. Et c'est super important. Je reviens encore une fois à cette idée de chaîne cinétique. On l'a compris, une articulation va influencer une autre. On a parlé d'espace, on a parlé de comment ça pourrait créer des compensations. Mais il faut également comprendre qu'à chaque fois que l'on va faire des mouvements, eh bien, il y a une certaine répartition de contraintes qui va être placée sur notre corps. C'est-à-dire que notre corps va absorber de la force. Quand je saute, quand je cours, mon corps absorbe de la force. Et cette force doit être distribué de manière adéquate sur tous les tissus qu'on a à disposition. D'accord ? Dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on aimerait voir. Si cette force est distribuée de manière adéquate, eh bien tout se passe bien. On a un mouvement qui est optimisé, une production de force ensuite qui va être optimisée et on s'éloigne des risques de blessure. Maintenant, ce qui se passe si on n'a jamais stimuler certains tissus, eh bien ces tissus vont être inactifs. Je reviens au plâtre qu'on porte au quotidien, les chaussures. On oublie d'entraîner cette voûte plantaire, on oublie d'entraîner ces muscles intrinsèques du pied, ce qui fait qu'ils sont incapables d'absorber cette force et par conséquent, cette force va être redistribuée vers d'autres tissus qui vont être forcés de travailler plus. J'aime utiliser cette métaphore, encore une fois, d'ouvriers ou de personnes qui travaillent dans un bureau. Si il y a 10 ouvriers qui sont censés faire le boulot et qu'au final, il n'y en a que 2 qui travaillent vraiment parce que les 8 autres ne font rien ou sont blessés ou que sais-je, eh bien, il y a une charge de travail qui est beaucoup trop conséquente pour ces 2 ouvriers. Éventuellement, on a des blessures, on a des burn-out, etc. C'est exactement la même chose pour le corps humain. Voilà pourquoi on doit s'attarder sur le fait que
tout fonctionne de la meilleure des façons. Ce qui m'amène directement à parler des fonctions de chaque articulation. Il est important de comprendre le processus, encore une fois, de penser ici. Lorsque je m'attarde sur l'articulation de la cheville, je ne veux pas me dire, hey, j'entraîne ma cheville. Je veux être précis dans ce que je fais. Et pour être précis, eh bien, on va utiliser ce filtre-là. On va utiliser le filtre de, hey, quelles fonctions sont exprimées par cette articulation. À partir de là, j'arrive à cibler des fonctions bien spécifiques. Ça va bien au-delà de simplement se dire, hey, je fais un exercice au bol pour la cheville. Non, je fais un exercice bien précis pour une fonction bien précise, ok? C'est comme ça que je vous invite à penser et croyez-moi, vous allez avoir énormément de succès si vous pensez de la sorte. Pour la cheville, on a 4 fonctions ici. On a la dorsiflexion, donc la capacité à ramener ses orteils en direction de son tibia. On a la flexion plantaire, donc l'idée ici c'est de planter, de faire une pointe des pieds un peu comme un danseur ou une danseuse de ballet. On a ensuite l'inversion. L'inversion c'est vraiment le côté classique là, de l'articulation de la cheville, pardonnez-moi, lorsqu'on twist sa cheville, où la plupart des gens se font des entorses. Et on a l'éversion, donc le côté opposé où on va décoller la partie latérale du pied, la partie extérieure du pied et voilà, ramener plutôt son poids vers le gros orteil. Donc vous l'aurez compris, ce sont les 4 fonctions. Et en fonction de ce que vous désirez faire, eh bien, on va cibler une fonction bien spécifique et ensuite une position bien spécifique. Maintenant, on a le pied. Le pied a pour capacité de faire une supination et une pronation. Donc supination, pronation, supination. Lorsqu'on va creuser le milieu du pied, vous pouvez regarder le tout à travers l'arche du pied. L'arche du pied qui est bien prononcée, on a une supination qui est prononcée, la pronation où le pied va s'affaisser un peu plus, le pied à plat, ok? Et ensuite, on a bien entendu les orteils qui ici sont très importantes, encore une fois, j'en reviens à ce que j'ai dit auparavant, qui ont 4 fonctions. On a la dorsiflexion, un peu comme la cheville, on ramène les orteils vers le haut. On a la flexion plantaire où on plante ses orteils comme si on voulait gripper le sol. Et on a l'abduction et l'adduction, la capacité à ramener ses orteils vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et toutes ces fonctions-là doivent être entraînées de manière spécifique en fonction de vos limitations. C'est super important parce que, encore une fois, ça aura des impacts sur tous vos mouvements. Et j'insiste sur le fait de même votre démarche. Certains qui pointent les pieds vers l'extérieur, qui marchent un peu comme des canards. Je vais sortir des vidéos YouTube, on va parler de tout ça dans les prochains épisodes, croyez-moi. C'est souvent dû à des limitations et non pas à des condamnations anatomiques, contrairement à ce qu'on a pu vous faire croire. Et en changeant ces limitations, eh bien, votre corps va changer complètement votre façon de marcher, votre façon de courir, votre façon de vous tenir. Rappelez-vous que ce n'est que le résultat du meilleur fonctionnement actuel en fonction des outils que vous avez à disposition et qui est les limitations articulaires que vous avez à disposition. Votre corps se dit, hey, toi, tu sais quoi, quand tu marches, en fait, tu peux pas bien affaisser ton pied, tu peux pas bien faire une flexion de la cheville, une flexion du gros orteil. Par conséquent, je vais te faire marcher de cette façon-là parce que c'est tout ce que tu as à disposition. C'est comme ça que votre corps procède et c'est très important de le garder en tête. Donc, si une fonction n'est pas optimale, eh bien, le travail va être mal distribué. Il va y avoir des compensations, encore une fois. Donc, faites attention à ça. Maintenant, on a parlé du pied. Ça me permet de transitionner directement vers un sujet parce que j'aimerais qu'on couvre un peu tous les on-dit qu'il y a autour de ce complexe pied-cheville. Ça m'amène à parler des pieds plats. Et j'ai déjà fait des podcasts là-dessus. J'ai déjà fait plein de contenu sur ce sujet-là. Est-ce que les pieds plats, c'est bien, c'est mauvais? On vous dit de corriger ça depuis la nuit des temps. Vous avez entendu les gens dire qu'ils portent des semelles orthopédiques parce que les pieds plats, c'est à cause de ça qu'on a mal partout, qu'on a mal aux genoux, qu'on a mal à la hanche, qu'on a mal au dos, qu'on a mal à la tête. Vous l'aurez compris, c'est les pieds plats, les pieds plats. Et ce qui a été assez marrant, encore une fois, d'un point de vue empirique, dans mon évolution et de ce pourquoi j'ai eu ce discours, c'est que moi, bien entendu, avec un bagage du côté de ma mère afro-descendant, où c'était déjà un sujet, les pieds plats, etc. Toujours, je me suis dit, mais pourquoi on associe les pieds plats comme étant quelque chose de pas bien, alors que quand je remarque les gens autour de moi, dans ma famille, dans les athlètes avec qui je travaille, etc., où voilà, ces gens ont les pieds plats, n'ont pas les problèmes qui sont attachés aux pieds plats. Encore une fois, on a créé des liens associatifs qui n'ont pas lieu d'être parce qu'encore une fois, un contre-exemple suffit pour prouver qu'une règle n'est pas absolue. Donc on ne peut pas dire que les pieds plats causent des problèmes ou problèmes X et Y si on a des gens qui ont les pieds plats et qui n'ont pas ces problèmes-là. Donc rappelez-vous, c'est qu'on ne regarde pas forcément la chose de la meilleure des façons. Donc je me suis dit, attends, j'ai des athlètes qui ont les pieds plats, qui performent au plus haut niveau. Je regarde les Usain Bolt, les LeBron James, etc. Tous ces gens-là qui ont les pieds plats, qui sont les meilleurs athlètes du monde. Attends, est-ce que vraiment c'est un problème? Et encore une fois, la problématique n'est pas la posture que vous avez. D'où, encore une fois, tout ce débat sur la posture, parce que ça rentre là-dedans. Ce n'est pas tant la façon dont vous êtes formé, c'est plutôt votre capacité à
sortir de votre posture et à changer de position. Ce qu'on aimerait créer, en utilisant un terme technique ici, c'est de la variabilité de mouvement. On aimerait être capable d'exprimer un mouvement de différentes façons. On aimerait être capable de rentrer, d'être dans une position et de sortir de cette position, revenir dans une position, altérer la position, etc. C'est ce qu'on aimerait être capable de faire. Et comment on le fait? On le fait en ayant de l'espace au niveau de nos articulations et un contrôle au niveau de nos articulations, d'être capable de produire de la force à travers nos muscles dans différentes positions pour qu'on puisse ainsi utiliser tout cet espace-là. Il ne suffit pas simplement de l'avoir, il faut apprendre à l'utiliser à travers des entraînements bien spécifiques. Donc très important de garder ça en tête. Ce n'est pas un problème d'avoir les pieds plats. Ce qui est un problème, c'est de ne pas avoir la capacité de bouger son pied dans l'espace, de passer d'une position de pied plat avec une position où on a une supination, ok? Pronation, supination. Notre pied doit être capable d'avoir ce mouvement et en ayant ce mouvement, vous l'aurez compris, ça va libérer les articulations qui sont au-dessus directement et ça va nous offrir beaucoup plus d'options. Parce que si le pied, le premier truc en contact avec le sol, arrive à se déformer de différentes façons, on pense à ça un peu comme une pâte à modeler, vous atterrissez sur un caillou, pam, ça se déforme et ça revient ensuite à sa position initiale une fois que je sors mon pied, donc pas vraiment comme une pâte à modeler, mais vous aurez compris l'idée de où ça se déforme, ça prend la forme de ce qu'il y a en dessous de moi. Pam, je sors, ça revient à sa position initiale. C'est ce qu'on aimerait voir. Si on n'a pas ça, eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette déformation qui aurait dû normalement être créée au niveau du pied va devoir être va impacter les autres articulations, les articulations au-dessus, et elles vont devoir donc créer ce mouvement qui aurait dû être créé au niveau du pied. Donc j'espère que c'est clair ici pour vous. Les pieds plats, ce n'est pas une condamnation. Ce qui compte, c'est de créer du mouvement au niveau de notre pied et de créer cette variabilité de mouvement. Pour donner un autre exemple de cette variabilité de mouvement qui est très importante et pourquoi on doit s'attarder sur la mobilité de manière générale. J'aime utiliser cette métaphore-là. J'aime utiliser la métaphore des baskets. Okay? Si vous avez une paire de baskets, eh bien, vous allez très vite la ruiner parce que tous les jours, vous utilisez la même paire de baskets. Maintenant, si vous avez 20 paires de baskets, eh bien, tous les jours, vous changez vos paires de baskets et ça va vous prendre beaucoup de temps avant d'user la même paire de baskets, okay, ou les paires de baskets que vous avez à disposition. Parce que si j'alterne tous les jours, au final, au bout de 6 mois, je les ai utilisées peut-être 3 fois chacune. Okay. Mes calculs ne sont pas bons ici, vous l'aurez compris, mais essayez d'extrapoler l'idée derrière. Cool, c'est beaucoup plus intéressant que d'utiliser la même paire tous les jours. C'est exactement la même chose. Okay, les blessures à l'usure viennent comme ça, viennent parce qu'on est tellement limité au niveau de nos articulations qu'on est forcé d'utiliser tout le temps la même paire de baskets, toujours forcé d'utiliser les mêmes lignes de tissu. Et forcément, on ne laisse pas assez de temps à ces lignes de tissu de récupérer avant de replacer un nouveau stress parce que c'est tout ce qu'on a à disposition. Et c'est là que les problèmes viennent s'installer. La prochaine question qui vient en tête, du coup, vu qu'on a compris l'anatomie, on a compris le fonctionnement du tout, l'importance du pied, la relation qu'il y avait entre le pied et la cheville, c'est comment les blessures arrivent. Eh bien, c'est très simple. Les blessures aux chevilles arrivent de la même façon que toutes les autres blessures. Elles arrivent lorsque les contraintes placées sur l'articulation excèdent la capacité de ces contraintes à faire face au tout. Donc, si la force placée sur votre cheville est beaucoup plus importante que la capacité ou de force que la cheville peut produire dans une direction bien précise, en exprimant une fonction bien précise, eh bien, il y a un truc qui va se casser. C'est aussi simple que ça. Et la plupart des blessures aux chevilles arrivent lorsque on se retrouve en fin d'amplitude de mouvement, qui est également la position dans laquelle on est le plus faible. Donc fin d'amplitude de mouvement, fonction spécifique. Fin d'amplitude de mouvement au niveau de l'inversion, au niveau de l'éversion, vous l'aurez compris, tout est fonction spécifique ici. Mais lorsqu'on arrive vers la fin de ce qu'on arrive à exprimer, dans une direction bien précise, eh bien c'est là qu'on a le moins de capacité à produire de la force. Par conséquent, on est beaucoup plus vulnérable. Et ça arrive également lorsque on est à des vitesses élevées. Donc, fin d'amplitude de mouvement et vitesse élevée, c'est le combo qui crée des blessures. Du coup, la prochaine question qui vient en tête, c'est comment on fait pour prévenir les blessures aux chevilles? Alors, déjà, on ne peut pas prévenir à 100% les blessures aux chevilles parce que ça peut arriver. C'est très difficile de se dire qu'on va faire le meilleur entraînement du monde et les blessures ne vont pas arriver. Non, c'est possible qu'on fasse face à... on soit justement débordé par cette quantité de force malgré les entraînements qu'on a fait au préalable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut se préparer au mieux si on fait les choses bien. Et en se préparant au mieux, on va mitiger le risque de blessure. Éventuellement, on ne va rien avoir. Et ou
eh bien, on pourrait simplement diminuer les dégâts. Au lieu d'avoir une grosse déchirure, on va avoir une légère entorse. Et c'est là que ça devient super intéressant de travailler là-dessus pour mitiger ces blessures-là au niveau des chevilles. Donc, très, très, très important. Maintenant, les règles d'or pour la cheville. Soyez spécifique, travaillez sur les fonctions de manière spécifique et soyez progressif. Et si vous écoutez tout ce que je vous dis, les réponses sont dans les définitions, dans les explications. Je vous l'ai dit, hey, les blessures arrivent en fin d'amplitude de mouvement, souvent à haute vitesse. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se rapprocher de ces fins d'amplitude de mouvement, être plus fort dans ces amplitudes de mouvement et être capable de produire de la vitesse dans ces amplitudes de mouvement. Donc, on doit avoir exposé ses chevilles à de la vitesse élevée en fin d'amplitude de mouvement. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Je vous ai déjà donné plein de... Là, il y a déjà beaucoup de free game, mais croyez-moi, restez connectés. Ça va venir dans les prochains épisodes. Je vous donnerai tous les secrets. Maintenant, parlons d'autres sujets qui reviennent souvent lorsqu'on parle de la cheville, de mobilité cheville de manière générale. Le terme proprioception. Souvent, vous allez voir les gens faire des exercices sur des surfaces instables. Depuis la nuit des temps, je critique ça. Vous avez qu'à écouter mes podcasts. Depuis 2019, je parle des surfaces instables. Pourquoi c'est mal utilisé, etc. La finalité est mal comprise. Donc, on parle de proprioception, mais d'abord, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. La proprioception, on comprend, mais on l'applique pas bien. La proprioception fait référence, tout simplement, on va prendre la définition ici, désigne la perception consciente ou non de la position des différentes parties du corps dans l'espace. Donc, notre corps doit savoir où il se trouve dans l'espace. La prochaine question qui vient en tête, c'est comment on travaille sur sa proprioception. Et nous, ce qu'on nous a dit, c'est mettez-vous sur des surfaces instables. Le fait de vous mettre sur des surfaces instables, ça va améliorer votre perception du corps dans l'espace. Mais moi, je ne comprends pas. Comment il disait Bouba? Je ne comprends pas. C'est ça qu'il disait Nabil. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique. Du coup, on fait faire des exercices d'équilibre. On va revenir sur cette notion dans un instant en disant hey, ça améliore ta proprioception. Non. Comment on améliore sa proprioception? On améliore sa proprioception à travers 3 systèmes. Le système visuel, le système vestibulaire et le système articulaire. On va regrouper le tout dans cette famille-là. D'accord? Et moi, mon domaine d'expertise, eh bien, ça va être le système articulaire, le système vestibulaire et visuel ne sont pas de mon domaine d'expertise, encore une fois, mais on va s'attarder sur ce qu'il y a de plus important, selon moi, qui est le système articulaire. Et il ne faut pas débattre avec moi en disant non, non, les autres systèmes sont plus importants. Non, ils ne sont pas plus importants. Okay, je vais vous expliquer pourquoi ils ne sont pas plus importants. En très simple. Vous prenez quelqu'un qui est aveugle, ok, donc pas de système visuel. Il arrive quand même à bouger dans l'espace. Il y a des athlètes d'ailleurs qui sont des athlètes paralympiques qui sont aveugles, mais qui arrivent quand même à sauter, courir, à jouer, etc. Parce que leurs articulations et leur système vestibulaire, leur ouïe, etc. leur permettent de se retrouver dans l'espace. Pareil, on a des gens qui sont sourds, qui arrivent à voir et qui ont des articulations, et ils bougent dans l'espace et ils font du sport. Ils sont aux Jeux paralympiques. Et on a même des gens qui sont sourds et muets et qui arrivent à bouger dans l'espace et à performer, à faire des exercices. Mais vous savez qui vous ne retrouvez pas aux Jeux olympiques et qui n'arrivent pas à performer et bouger dans l'espace? Les gens qui n'ont pas d'articulation. Eux, ils ne sont pas aux Jeux paralympiques, ok? Donc voilà pourquoi on s'attarde sur ce système articulaire et pourquoi il est important. Il faut comprendre que le mouvement est organisé par nos articulations. C'est le filtre littéralement que votre corps utilise. Je reviens aux outils que j'ai mentionnés précédemment. Votre corps il se dit, ah, j'ai ces outils-là pour faire le mouvement, j'ai accès à ces amplitudes-là au niveau de chaque outil, par conséquent, le mouvement va ressembler à ça. C'est comme ça que ça fonctionne et encore une fois, ça s'explique par la théorie des systèmes dynamiques. Les gens pensent que parfois c'est moi qui invente ça. Oui, non, Kevin dit ça. Non, ça s'appelle la théorie des systèmes dynamiques, des règles de physique. On ne peut pas aller à l'encontre de ça, ok? C'est ce qui est beau avec la physique, c'est qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est pas une science wou. Cool. Donc, le corps, il regarde ce qu'on a, il utilise ces filtres-là, ok? Si les articulations ne sont pas en bonne santé, eh bien, la production, déjà votre compréhension dans l'espace, ce qu'on appelle le fameux contrôle moteur, ne va pas être adéquat, c'est-à-dire que, encore une fois, j'en reviens à cette idée de proprioception, le corps ne sait pas où il est dans l'espace, littéralement, et par conséquent, s'il ne sait pas où il est dans l'espace, il n'a pas la capacité de se connecter à ses tissus dans des positions bien précises et à produire de la force dans des positions bien précises. Or, comme je vous l'ai dit, c'est un game de force ici. On doit, pour éviter les blessures, pour être performant, être capable de produire de la force, des forces qui vont soit nous propulser dans certaines directions ou des forces qui vont stopper une force externe
pour qu'on évite justement les blessures, pour qu'on évite que ces forces externes soient supérieures aux forces qu'on arrive à produire. C'est aussi simple que ça. Donc, entraîner ces articulations, c'est ce qui nous permet d'améliorer à travers ce système, parmi les 3 systèmes, d'améliorer notre perception dans l'espace. Et quand, encore une fois, je parle d'entraîner ces articulations, on parle de plusieurs niveaux. Il y a de la complexité ici. On veut travailler sur les tissus les plus profonds de l'articulation parce que ce sont ces tissus qui sont responsables d'absorber l'information dans un deuxième temps, d'où on est dans l'espace, et de renvoyer l'information pour que nos muscles puissent effectuer l'action qui a été demandée par notre cerveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si les tissus les plus profonds de l'articulation ne fonctionnent pas, le mouvement ne fonctionne pas. Et malheureusement, dans l'entraînement qu'on nous donne de proprioception, on nous dit challengez-vous dans la position qui est neutre. Rappelez-vous, en fin d'amplitude de mouvement, c'est là que ça nous intéresse le plus pour prévenir les blessures. Et de toute façon, là où on est neutre, eh bien c'est là où on est le plus fort, d'accord ? Relation ici, encore une fois, je n'ai pas parlé des tension, force, longueur, bref, c'est pas important pour les moins techniques d'entre nous, mais rappelez-vous que neutre, c'est déjà ce qu'on maîtrise. Nous, on aimerait maîtriser ce qui sort de cette position neutre. Pas forcément en fin d'amplitude de mouvement tout le temps, mais ce qui sort en tout cas de cette position neutre. Et quand on nous dit faites du travail sur surface instable, on veut challenger cette position neutre. On veut nous dire sois fort à rester dans cette position neutre. Et si tu deviens très fort à rester dans cette position neutre, eh bien éventuellement, tu ne en sortiras pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Croyez-moi, vous pouvez être très fort sur un bosu, faire tenir tout l'équilibre du monde. S'il y a quelqu'un qui vous rentre dedans, votre cheville ne sera jamais assez forte pour ne pas se tordre. C'est aussi simple que ça. Je m'en fiche de à quel point vous êtes fort. Donc nous, l'idée, c'est d'être fort dans cette position neutre. C'est très bien. Mais on veut également être fort lorsqu'on sort de ces positions neutres. Et c'est ce qui va améliorer également notre contrôle moteur, notre perception dans l'espace, notre capacité à produire de la force partout dans l'espace. Donc c'est ce qui améliore notre proprioception, travailler sur ici nos articulations. J'espère que c'est clair. Maintenant, j'aimerais parler de cette notion d'équilibre et de stabilité. L'équilibre, si on définit le tout, on parle ici de position stable d'un système obtenu par l'opposition de 2 forces ou de 2 forces qui s'opposent, pour être plus précis ici. Lorsqu'on parle de stabilité, souvent c'est ce qu'on va vous dire, on va dire hey, fais ces exercices, ce sont des exercices de stabilité, du pied, du cheville, d'épaule, etc. Peu importe l'articulation qui suit. Et je vais vous dire un truc, ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'industrie en tant que professionnel, plus en tant que pratiquant. Et ce terme, c'est un terme bouche-trou. N'importe qui peut l'utiliser pour n'importe quel exercice, il veut rien dire en vrai. Ça fait plus de 10 ans que je cherche une définition qui est précise, qui fait sens, où je me dis, c'est pas une arnaque. Souvent on vous dit juste, eh ouais, ça c'est un exercice de stabilité. Non, non, les gars, c'est un terme bouche-trou. Selon moi, la stabilité, encore une fois, on a retrouvé dans la notion d'équilibre la position stable qui fait référence à 2 forces qui s'opposent, c'est-à-dire qu'on veut stopper en gros une force qui nous amène dans une direction. Et donc, les 2 termes sont plus ou moins liés. Mais la façon dont je vois le tout, c'est la chose suivante. Je me dis que la stabilité, ce n'est que le résultat de notre capacité à produire de la force dans une direction bien précise. Et si on arrive à produire de la force dans une direction bien précise, mais éventuellement, on arrive à contrer une force qui est opposée. Et c'est ça, la stabilité. C'est un peu le résultat. Ce n'est pas quelque chose qui s'entraîne en soi, c'est la résultante du travail spécifique qu'on a fait par le passé qui nous permet d'être fort et de créer cette stabilité, de créer cet équilibre-là. Donc si on venait à utiliser une définition ici pour que ça ait un peu de sens, on s'accordera à dire simplement que ça représente la capacité à éviter des mouvements involontaires. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on entraîne en soi. Je dirais qu'il n'y a pas d'exercice en soi de stabilité. Parfois, on l'utilise pour vulgariser le tout, pour simplifier le tout, mais ce n'est que le résultat de travail spécifique. Et si on comprend le tout de cette façon-là, croyez-moi, vous allez faire énormément de gains. D'accord? Donc, j'espère que ça a du sens pour vous. Maintenant, parlons des incompréhensions, encore une fois, qu'on va retrouver au niveau de l'entraînement de mobilité pied-cheville. Et on va clôturer avec ça. La prochaine fois, je vous dirai comment entraîner le tout, les processus, les étapes, les progressions à garder en tête. Le premier truc qui revient souvent, c'est qu'on parle de muscles profonds ou de muscles stabilisateurs. D'accord, c'est un truc qui revient à chaque fois. Alors certes, on a une anatomie ici en couche où on va avoir des muscles profonds et des muscles stabilisateurs. Mais l'incompréhension qu'il y a, c'est que on a voulu vous faire croire, ou nous faire croire, même dans notre parcours académique, que ces muscles répondaient différemment.
Par conséquent, on devait entraîner ces muscles plutôt avec certaines modalités ou d'autres modalités. Les muscles répondent de la même façon. Ils répondent à de la force. Plus la force est élevée, plus ils vont devenir forts. Donc on doit les exposer à des forces plus élevées et non pas simplement à des petites forces avec des petits élastiques, etc. Parce que soi-disant ils sont profonds, parce que soi-disant ils sont stabilisateurs. Non, même s'ils sont stabilisateurs, on s'en fout de ce qu'ils sont. Ils veulent devenir plus forts. S'ils sont stabilisateurs, ben, tant mieux, j'ai envie de les rendre plus forts. Et comment je rends quelque chose plus fort? Je l'expose à des forces plus élevées. Et je dois le faire graduellement. Donc encore une fois, on veut se débarrasser complètement de ces protocoles, de ces idées préconçues que certains muscles s'entraînent de cette façon, d'autres muscles s'entraînent d'autre façon. Non, non. On applique de la force, graduellement, on applique plus de force et c'est comme ça que le tout devient plus fort. Ensuite, entraînement de stabilité, encore une fois, l'entraînement de stabilité, terme un peu bâtardisé ici, qui n'est pas en connexion avec l'idée de travailler sur des surfaces instables. Maintenant, travailler sur des surfaces instables directement, ça m'amène au prochain point. Pourquoi ce n'est pas intéressant de manière générale? Faire des squats sur des surfaces instables pour les chevilles, sauter sur des bosus pour les chevilles. Le sauter, vraiment, bref, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais essayons de décortiquer le tout. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Je vous invite à aller checker des différents podcasts. Vous tapez proprioception, Kevin Ferreira sur YouTube, équilibre, Kevin Ferreira. Vous allez trouver des vidéos là-dessus. Mais en résumant le tout, lorsque vous vous mettez sur une surface instable, eh bien votre corps, il vient chercher à trouver un équilibre. Mais vous partez d'un côté, vous partez de l'autre côté, donc il y a des forces qui viennent dans toutes les directions. Donc pendant des microsecondes, il doit produire de la force dans une direction, puis dans l'autre direction, puis dans l'autre direction, pour essayer de trouver une certaine neutralité et maintenir la position. Et le premier truc que votre corps va faire, c'est qu'il va inhiber votre production de force pour tout le reste du corps. Il va se battre pour ce qui est intéressant à l'heure actuelle, qui est de ne pas laisser la force opposée vous tirer dans une direction bien précise. Donc, votre production de force, de manière générale, va être réduite lorsque vous travaillez sur une surface instable. Voilà pourquoi il est inintéressant de faire des exercices de fente, de squat, etc. sur une surface instable pour renforcer votre cheville ou pour renforcer quoi que ce soit. Parce que le langage clé, c'est la force. Ok, je veux mettre de la force et je veux respecter les principes clés, celui de la spécificité et celui de la surcharge progressive. Et si je me mets sur une surface instable, je ne peux pas produire un maximum de force. Testez, je répète, je donne toujours les mêmes exemples. Mettez-vous sur un bosu, une surface instable, jetez un truc. Vous allez voir, ça va aller beaucoup moins loin que si vous vous mettiez sur une surface stable et qui est le sol. Vous preniez vraiment toute votre force, tout votre élan et là, vous jetez le truc. Ok? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas déstabilisé. C'est du sens commun. Encore une fois, j'essaie de rendre le truc scientifique alors que c'est du sens commun. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend pourquoi ce n'est pas intéressant. Deuxième chose pour laquelle ce n'est pas intéressant. Les adaptations du corps humain fonctionnent lorsque on applique de la force sur, bien entendu, nos tissus, mais on doit passer un certain temps dans ces positions. On doit accumuler ce qu'on appelle du temps sous tension. Et lorsque vous battez en faisant des va-et-vient au niveau de chaque direction, dans toutes les directions possibles sur une surface instable, eh bien, vous n'avez pas la capacité d'être spécifique en accumulant du temps sous tension. Parce que vous divaguez d'une position à l'autre, d'une position à l'autre. Pour créer de vraies adaptations, eh bien, vous voulez vous mettre dans une position, produire de la force et passer le temps adéquat en fonction de l'intensité que vous utilisez dans la position. C'est ce qui va vous permettre d'accumuler ces deux facteurs, intensité, et qui est la force que vous placez sur vos tissus, et le temps sous tension que vous accumulez sur ces tissus. C'est ce qui donne des résultats, les amis, d'accord? Donc, c'est comme si, je vais donner un exemple, encore une fois, en espérant que ça pourra parler à chacun. Vous allez faire votre session, faites une répétition de pec, une répétition de biceps, une répétition pour les mollets, une répétition pour les quadriceps, etc. Ça ne fonctionne pas, ok? Et une répétition, j'en reviens encore une fois, en ayant 20 répétitions en réserve. D'accord? On est loin de toutes les règles qui nous permettent de créer de vraies adaptations. Donc gardez ça en tête, c'est très important. Et finalement, j'aimerais dire, encore une fois, pour continuer avec ces surfaces instables, cette notion d'équilibre, de proprioception, de prévention de blessures de la cheville, c'est que l'équilibre, c'est vraiment tâche spécifique. Quelqu'un qui est très fort en patin, qui a l'équilibre sur les patins, n'est pas forcément fort sur un exercice tel que les athlètes ou les pratiquants de stackline. Vous voyez cette ligne où on marche sur une ligne, on tient en équilibre. Ce sont des notions qui sont différentes. Il y a une spécificité qui est différente. Votre corps va s'organiser de manière différente. Certes, c'est de l'équilibre de manière globale, mais ce n'est pas la même chose. Donc, ce qu'on veut faire, encore une fois, c'est être capable d'isoler au maximum les différentes fonctions, d'y placer de la force, d'y passer le temps nécessaire pour créer des adaptations et en parallèle de ça, de pratiquer l'activité que l'on pratique. Si c'est une activité qui inclut cette notion d'équilibre spécifique à l'activité, eh bien entendu, on va devenir meilleur à
tenir la position, à tenir en équilibre, qui est en relation à l'activité. J'espère que ça fait sens pour vous les amis. On s'est débarrassé de plusieurs mythes. On a amélioré certaines compréhensions anatomiques ici. Et dans le prochain épisode, eh bien, je vous donnerai quelques secrets sur comment entraîner tout le processus de pensée que bien entendu j'ai intégré dans le programme Pieds, Chevilles, Bulletproof. Nous on se voit /parle dans le prochain épisode. Peace.